Bonsoir à tous. Bonsoir, on se retrouve ce soir pour une petite tier list des désastres coloniaux. Alors, avant toute chose, je vous mettrai une petite bibliographie dans le résumé des vidéos, des livres dont je me suis servi ici ou dans le passé dans des foires aux livres, ou que j'ai et qui pourraient correspondre au sujet. J'ai pas non plus cherché plus que ça, mais j'ai au moins 7 ou 8 références. Donc je vous mettrai une petite bibliographie. Donc, après les BD et mon propos sur le Zululand, on part sur la tier list des désastres coloniaux. Vous voyez comme la vie est bien faite. Hein, tout cet agencement en amont. Et donc, comme dit, après les BD, et avant les livres d'enfance, les films d'histoire et les chansons des Smiths pour conclure l'année, eh bien on va faire en deux parties ce qui sera la dernière tier list classique entre guillemets de l'année. Donc comme d'habitude j'ai fait la tier list de A à Z, les propos, les images, le classement, donc je suis coupable si ça ne vous convient pas. Donc, comme d'habitude, comme vous le voyez, on fera la chose en 5 catégories. Mais cette fois j'ai sélectionné que 20 éléments en 2 sessions. Je connais le timing, ça me permettait de développer aussi un petit peu plus, parce que si on a beaucoup de choses à dire sur tous les sujets, bah là on traite un peu, voilà, c'est de la patte humaine, c'est du politique un petit peu, c'est du tactico-stratégique, enfin voilà, il y a pas mal de trucs à aborder, mais en 5-6 minutes, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Alors comme j'ai dit, c'est moi qui ai choisi les désastres coloniaux, donc il y aura des omissions et compagnie, mais en même temps il faut un petit peu de tout pour remplir les 5 lignes. Alors à la base j'avais pas mis de critères temporels ou géographiques, mais moi je suis plus naturellement attiré par l'aventure européenne à partir du milieu du 19e, donc en gros la période qui est couverte ici dans la tier list, ça va en gros de 1820 à 1930, avec plutôt une large partie entre 1840 et 1900. Alors quant aux critères de jugement et de classement, bon c'est pas une science exacte, on essaye de voir un petit peu l'avant, le pendant et l'après, voilà, combien de morts, quelles conséquences, quelle postérité, pourquoi la défaite, voilà, c'est tout ça qu'on va essayer de juger avec humilité. Alors c'est pas encore une fois un truc d'érudition, c'est plus peut-être, sans d'ailleurs être absolument didactique ou pédagogique ou ce que vous voulez, sans être professoral, peut-être essayer de faire découvrir des choses, de donner envie d'en savoir plus sur certaines batailles qu'on connaissait peut-être pas. Voilà, je sais que cet exotisme colonial, c'est quelque chose qui est assez attirant, et que dans ce cadre-là, les grandes défaites comme les grandes victoires, ça fait un petit peu envie pour des raisons différentes, mais il y a un peu un côté parfois exaltant. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'on traitera plus tard des grandes victoires coloniales pour équilibrer le tableau, et parce que finalement elles déploient très souvent les mêmes qualités d'héroïsme un peu que les grandes défaites, mais en remplaçant cet aspect tragique par un aspect un petit peu triomphal. Ce qui pose tout de suite des questions pour le classement. Que faire par exemple d'une bataille comme Cameron, qui est une défaite techniquement. Alors je l'ai mise en défaite, mais c'est vrai que c'est pas un désastre. Voilà, j'ai essayé un petit peu de transiger et de remplir aussi les différentes lignes. Et j'ai choisi aussi un classement, un espèce de panachage sans véritable ordre pour un peu mélanger les temps et les lieux, histoire de passer un peu d'un monde à l'autre. Et voilà, j'ai choisi pour avoir une répartition peut-être en fonction des époques, peut-être équilibrée. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de grandes défaites coloniales, mais c'est toujours un peu les 5 ou 6 mêmes qu'on connaît. Alors pareil, j'ai pas retenu certains conflits, Algérie, Vietnam, Afghanistan, qui sont pas pour moi des conflits coloniaux typiques, parce que, alors c'est vrai, j'aurais peut-être pu commencer par ça, la difficulté se trouve aussi dans le fait de déterminer ce qu'est un conflit colonial, parce que les mots ont un sens, mais le sens, on le tord autant qu'on veut.
Pour moi, et ça s'arrêtera, c'est ma définition et c'est mon envie, dans mon imaginaire en tout cas, ça couvre une période plutôt de 1830 à 1945. Pour moi, ce qui vient après, c'est plus un monde de nationalisme et d'idéologie où on a, voilà, c'est un intérêt politique et matériel qui prend le dessus sur la volonté, on va dire, purement civilisationnelle et territoriale. Et avant ça, avant, on va dire au moins l'expérience napoléonienne en Europe et en Égypte, il manque quelques éléments. Ça peut être de l'impérialisme, de la volonté de conquête et de domination, de l'Espagne, des Pays-Bas, ce que vous voulez, mais il manque des éléments positivistes et compagnie. Enfin voilà, dans les faits, normalement, on parlerait plutôt, je dirais, de 1492 à 1975, en gros, pour la période coloniale. Mais je ne me sens pas lié par la chose, donc je fais un petit peu ce que je veux. Il n'empêche que, et c'est ce qui aussi pour moi le fait sortir un petit peu, fait sortir certaines époques, le conflit colonial il est quand même supposé répondre à des critères, c'est plutôt à la base une guerre de conquête, sans réel but territorial clair quand on se lance à la conquête du terrain, on avance tant qu'on peut quoi, c'est un peu l'idée, avec très souvent en face une armée régulière, une autorité un petit peu décentralisée, voilà, une espèce de guerre asymétrique, donc pas mal d'éléments qui font pour moi sortir les périodes avant et après dont j'ai parlé. Bon, alors il ne s'agit pas non plus comment dirais-je, de déplorer ou de célébrer la défaite coloniale, hein, on va essayer de faire un processus neutre, hein, je pense qu'on va pas se réjouir de la mort des hommes, peu importe de quel côté du canon on se trouve. On a aujourd'hui des gens qui viennent célébrer et nous dire que l'imaginaire colonial est toujours présent et il aurait effacé ces défaites de la mémoire collective et des livres d'histoire en Occident. Alors déjà c'est faux, hein. Déjà premièrement aucun peuple n'est censé célébrer ses défaites. Il n'y a qu'en Europe que tu peux accuser des gens de ne pas assez célébrer le fait de s'être fait massacrer. Et puis ensuite, bon bah ça équilibre pas les branlées constantes quand même qu'on pris des types à 50 contre 1. Bon voilà, sérieusement, voilà, la plupart de ces défaites-là, elles restent assez peu importantes sur le terrain. Elles ont quand même une postérité, elles vont avoir des effets sur certains gouvernements, elles vont devenir un petit peu des mythes fondateurs pour des peuples soumis. Mais c'est vrai qu'elles ont un impact souvent négligeable sur ce qui sera la conquête globale. Donc voilà, c'est un travail très rapide et assez, comment dirais-je, allusif sur notre passé colonial, sa mission civilisatrice. Voilà, il s'agit de se pencher sur les quelques anicroches militaires d'un long processus qui a vu sans doute les plus grands bouleversements humains, technologiques et culturels de tous les temps. Hein, coucou Skiros. Mais je le pense très franchement, je pense que la période coloniale a ses qualités et ses défauts et elle a quand même mis en rapport le monde avec le monde, quoi. Donc voilà, j'ai pas mis d'ordre. Comme j'ai dit, on fera des allers-retours dans le lieu et l'espace. Mais sachez, de toute façon, vous voyez la liste, mais voilà, vu l'histoire coloniale des pays, on a quand même une disproportion. Donc les Anglais, c'est 8 de ces défaites que j'ai choisies, les Français 4. On en a 2 pour les Russes, 2 pour les Espagnols, 1 pour les Italiens, les Portugais, les Allemands et, qu'est-ce que j'oublie, les Américains. Voilà. Donc ça tient aussi l'histoire coloniale de ces pays-là, et puis ça tient aussi à mes choix. Voilà. Donc allons-y, comme d'habitude il va falloir que je mette le diaporama. Alors attendez, il faut que je le remette correctement. Voilà, là on est au début. Et transition. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons par la bataille d'Isand Luana, le 22 janvier 1879, dans ce qui est le Natal en Afrique du Sud et qui oppose les Anglais aux Zoulous. Alors, j'avais fait une fois au livre sur la guerre anglo-zoulou, j'avais déjà parlé de la bataille, hein, vous pouvez prendre le Washing of the Spears de Donald Morris, qui est assez ancien mais qui reste la référence sur cette guerre. Donc, Isand Luana, pourquoi, comment ? Alors ça relève de la politique impérialiste britannique, politique motivée aussi par les ressources naturelles, notamment aurifères et diamantifères du coin.
Et dans cette optique, eh bien, on visait à créer une confédération sud-africaine sous contrôle anglais, avec comme problématique double le Zululand au Natal et les territoires bourgs. Donc 3 acteurs aux aspirations antagonistes qui avaient avec respectivement l'Umfekane de Shaka Zulu, la colonie du Cap anglaise et le Grand Trek-Bourg, eh bien, qui avaient largement bouleversé l'Afrique australe. Vous avez ici la carte et le territoire, voilà, en tout cas la carte des différentes entités politiques présentes. Alors, je l'avais dit, le royaume Zoulou, dont on exagère un petit peu la puissance à l'époque, volontairement, est vu donc comme un ennemi à abattre, et on va profiter d'un incident frontalier sans réelle importance, comme Casus Belli. En l'occurrence, c'est un enlèvement de jeunes filles Zoulou en territoire britannique, et donc on va se lancer à la conquête du Zululand, sans l'aval définitif du gouvernement métropolitain, qui avait d'autres chats à fouetter, puisqu'on est juste à la fin de la guerre russo-turque, et on a en plus des tensions en Inde et en Afghanistan. Je m'appesantis pas plus sur le contexte géopolitique, hein, ça se comprend assez bien, cette réticence. Et donc, sauf qu'en face, on a un Impi Zoulou qui compte plusieurs dizaines de milliers d'hommes, et surtout, qui connaît bien le terrain. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, on le reverra, les puissances coloniales, bon, elles en ont l'habitude. Ça reste cette armée Zoulou, une armée à l'ancienne, largement à l'arme blanche, mobilisable sur quelques semaines, mais il n'empêche que c'est réellement, et pas forcément juste un fantasme européen, une société profondément militarisée depuis Shaka, sont pas des bons sauvages, d'ailleurs ils sont pas non plus chez eux, mais ça c'est un autre sujet. Donc, image suivante, on fait quand même les choses bien côté anglais, et on va lancer un petit peu plus de 15 000 hommes en 3 colonnes, donc vous voyez les 3 colonnes, vers la capitale Zoulou, qui est Ulundi, avec une réserve laissée derrière pour sécuriser le territoire anglais en cas d'infiltration. La colonne centrale, elle est dirigée par le commandant en chef de l'armée anglaise, qui est Lord Chelmsford, et elle compte des troupes régulières, 12 compagnies de troupes régulières, des auxiliaires, une petite artillerie, et donc l'après-midi du 20, l'armée est à Isandlwana, où elle va dresser son camp sur ce qui est une éminence, sans fortification, sans tranchée, sans même un lager. Ce qu'on appelle le lager, c'est le cercle de wagons. Hein, pas le temps pour ça, on est là pour mater du sauvage. Donc on repère des éléments zoulous pas loin le 22, et donc Lord Chelmsford, il va décider de se porter à leur rencontre avec 3000 hommes, tout en demandant au colonel Durnford, donc qui commande les troupes qui avaient été laissées en arrière pour couvrir le territoire britannique, de rejoindre Isandlwana pour renforcer les hommes qui y restent. Donc le colonel Durnford arrive, il prend le commandement, il va lancer des patrouilles, en gros il a 600 fantassins de ligne, 700 auxiliaires zoulous, un petit peu de cavalerie, 2 canons, tout ça renforcé par les troupes qu'il a amenées, c'est-à-dire 500 auxiliaires et une batterie de roquettes. Donc en gros, à peu près 1800 combattants, un petit peu plus. Hop, je vous mets l'image, bien connue. C'est cette scène, effectivement, comment dirais-je, légendaire, qu'on voit aussi, je crois, dans le film dont j'ai oublié le nom. Les mecs, envoyés en patrouille, vont dépasser une crête et ils vont trouver 20 000 guerriers zoulous assis. Littéralement, c'est pas une image ou quoi que ce soit, c'est exactement ça. Les Zoulous s'étaient infiltrés entre les deux armées, comptaient attaquer le lendemain, et donc en attendant, ils s'étaient assis juste à côté, ils attendaient le bon moment. Donc surpris, les Zoulous vont se lancer à l'attaque dans la formation traditionnelle qu'est la leur, hein, celle de la tête de buffle avec ses 2 cornes et on va dire le poitrail, quoi, la tête. Et les Britanniques vont prendre position. Les troupes régulières du 24e d'infanterie vont se déployer pour bloquer l'attaque du centre Zoulou, pendant que, comme vous le voyez, les hommes de Durnford vont se déployer dans ce qu'on appelle un donga, qui est une tranchée naturelle qui est formée par le lit d'une rivière asséchée, pour bloquer la gauche. Tout ça en regardant du côté Zoulou, la corne gauche Zoulou. Donc pendant pas mal de temps, pendant une bonne heure, ils vont foudroyer les Zoulous, mais sans savoir que la corne droite est en fait en train de les tourner, premier problème. Et deuxième problème, les hommes de Durnford vont commencer à se replier, parce qu'ils sont épuisés, ils commencent à être à court de munitions, et donc le flanc droit du 24e va être menacé.
On va donc avoir une retraite qui est jusque-là ordonnée, on commence à avoir quand même les premières pertes, et surtout, là c'est tout le débat historiographique, je crois que j'en avais parlé dans la foire au livre, ce débat sur le manque de munitions qui va commencer à apparaître chez les troupes anglaises. Soit on a un approvisionnement qui était trop lointain, soit le ravitaillement a été inconséquent, soit on a eu des difficultés à ouvrir les caisses, enfin bref, on a une partie du débat de la bataille qui se concentre là-dessus. Et donc, certitude, c'est que le feu faiblit, on va avoir une compagnie d'infanterie native qui va se débander, les Zoulous vont s'engouffrer dans la brèche, vont tout emporter au corps à corps, alors qu'en même temps d'ailleurs on a une éclipse solaire qui se déroule à 14h, donc c'est une scène assez apocalyptique. Et donc on va avoir un corps à corps sans doute très important, puisque quand on va aller sur le champ de bataille par la suite, on va retrouver pas mal de corps au même endroit, suggérant un petit peu des derniers carrés. Les hommes de Durnford par exemple, qui avaient des chevaux, vont rester combattre jusqu'à la fin avec leur colonel, on va retrouver leurs chevaux au piquet. Le combat va être sans pitié, le massacre va être total, d'autant plus, comme j'ai dit, que la corne droite avait tourné l'armée britannique pour couper la retraite, et les seuls qui vont s'échapper sont la plupart du temps des hommes à cheval déjà, et surtout qui ne portent pas de tunique rouge, puisque c'était la consigne du roi Zoulou, du roi Quechwayo, de d'abord s'attaquer à eux, aux tuniques rouges. Alors on considère que les Britanniques vont laisser un petit peu plus de 1300 hommes sur les 1800 engagés, et que les Zoulous vont avoir entre 1000 et 3000 morts sur leurs 20 000 hommes. En plus de la saisie d'un immense matériel par ces derniers, puisqu'ils vont saisir plus de 1000 fusils fatalement, 400 000 cartouches, preuve sans doute d'un problème de distribution, des drapeaux, et ethos de l'époque oblige, on va avoir la mort de 52 officiers sur le terrain sur les 57 qui étaient présents. Voilà, donc une belle défaite. Alors, c'est une des plus grandes déroutes coloniales britanniques, peut-être la plus grande de leur histoire, même si on va voir, à mon sens, non, on va parler d'une autre. C'est une incontestable victoire tactique zoulou, due sans aucun doute à cette problématique de munitions dans l'armée anglaise, mais pas que non plus. Elle est due aussi à la surprise de l'attaque, qui va leur laisser très peu de temps pour mettre en place une stratégie défensive efficace, face à un ennemi en plus qui est quand même en large surnombre. Et derrière la raison des munitions, c'est aussi l'erreur stratégique de Chelmsford, et la sous-estimation des Zoulous qui est un petit peu masquée, puisque le commandant en chef avait même pas suivi ses propres ordres d'obligation de fortifier les camps. En plus, il va recevoir au fur et à mesure de son avance des messages sur la bataille en cours, et il va pas faire demi-tour, parce qu'il pense qu'effectivement il a laissé des troupes suffisantes pour s'occuper du problème. Il n'empêche que donc c'est un triomphe zoulou. Sauf que ce triomphe, il faut le pondérer. D'abord, ça ne va pas abattre, mais galvaniser l'opinion britannique. Ceux qui étaient contre la guerre vont se rallier à elle, pour l'honneur de la couronne, autre temps, autre mœurs, on restait patriote avant tout. Et ensuite, ce combat, il est très vite contrebalancé dans la même journée par cette victoire légendaire de Rorschach, qui va mettre fin tout de suite à la possibilité d'invasion du Natal par les Zoulous. Et la guerre, après d'ailleurs quelques autres petites défaites britanniques qui auraient pu figurer dans la tier list, la guerre les plie en 6 mois derrière, donc ça va quand même assez vite. Même si, effectivement, ça met fin à la première tentative d'invasion et qu'il faudra attendre quelques semaines pour voir les Anglais se relancer à la conquête du territoire. Donc, alors attendez, j'enlève, hop, et je fais, hop, voilà. Donc, ça n'est pas une victoire concluante, comme on en verra quelques autres. Disons que c'est un accroc majeur, voilà, c'est une défaite importante, et je crois que ça s'imposera. On va la mettre en Nous sommes en enfer, monsieur. Parce que même si elle a, encore une fois, la bataille en elle-même, dans le fond, on pourrait discuter de son importance, elle a une aura. Elle a une aura qui supplante celle de pas mal d'autres, en fait, quoi. Donc, quelque part, c'est presque sa réputation qui lui fait monter d'un cran. Allez, je remets les images. Hop, bougez pas. Tac. Hop. Et voilà. Alors, nous allons maintenant parler de la bataille de Dargo qui se déroule du 6 au 21 juillet 1845 en Tchétchénie et qui oppose les Russes à l'Imama du Caucase. Et oui, les Russes.
Alors nous, nous sommes des hommes de culture et de science, et puis la Russie a maintenant mauvaise presse en Occident, mais certains oublient l'extension territoriale russe qui a quand même tout du colonialisme, peut-être le côté ultramarin en moins. D'ailleurs, sur le sujet, vous avez À la conquête du Caucase d'Eric Huxley, qui est un livre très correct. Donc voilà, je le mettrai en bibliographie. On est dans le cadre global de la guerre du Caucase, qui s'étend en gros de 1815 à 1865, pour faire simple, et plus précisément ici, donc dans la conquête de la Tchétchénie et du Daghestan. Parce qu'on a deux fronts dans cette guerre du Caucase principaux, Est et Ouest, autour de ce que l'on appelle la route militaire géorgienne, qui est la principale route à travers le Caucase. Donc l'Est, là, c'est ce dont on parle, et l'Ouest, c'est face aux Tcherkesses, et on en reparlera la semaine prochaine. Donc ça va être une conquête très longue. On a 3 tsars qui passent, à cause déjà de la résistance locale, mais aussi, bien sûr, à cause des événements internes et externes en Russie, type révolte des décabristes, guerre russo-ottomane, guerre de Crimée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc le but ici, c'est autant de réduire ces foyers d'opposition, d'instabilité et de brigandage que de relier de façon assurée les territoires russes anciens et nouvellement acquis dans les guerres, type Géorgie, par exemple, qui est prise, je crois, en 1800 ou 1801, enfin peu importe, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, voilà. Et donc, vu le terrain, ça va être quasiment un siège d'un demi-siècle, dans lequel on trouve des batailles très dures. En fait, très vite, les Russes vont contrôler les plaines, mais on a, vous voyez la géographie du Caucase, les montagnes présentes partout, et qui sont un petit peu les sièges des foyers insurrectionnels. Hop là. Tac. Donc, alors ce sont pas les guerres les plus connues, ça va quand même avoir un impact parce que ces guerres, elles vont redéfinir une large partie de la démographie du coin. Ça va quand même aussi participer à un nouveau souffle de l'islam et du particularisme. Voilà. Sans à la bataille, on est là un petit peu pour ça. Donc, Dargo, vous avez vu, on est au sud-est de la Tchétchénie actuelle, dans un environnement qui est très escarpé et boisé, et c'est à partir de 1839 le lieu de résidence de l'âme de la résistance, qui est le bien connu Imam Tchamil. On avait déjà tenté quelques années avant, en 1842, de prendre j'allais dire la ville, mais c'est plus un village, et ça s'était fini en branlée pour les Russes à la bataille d'Itchkeri, dont j'aurais pu parler aussi, mais peu importe. Donc en 1844, le vice-roi du Caucase, qui est le comte Vorontsov, récemment nommé, va obéir à un ordre de Nicolas Ier qui demande une occupation à profondeur et permanente du territoire. Alors 3 ordres de Moscou: briser les hordes, pénétrer dans le territoire et surtout s'y établir. Alors lui, sur place, comme ses généraux sont pas forcément très chauds pour la chose, mais le tsar est le tsar, et donc on dresse un plan pour contourner Dargo par le sud et éviter les forêts. Et de leur côté, les Tchétchènes vont essayer d'épuiser physiquement, spirituellement, matériellement la colonne. Donc le 31 mai, Vorontsov part, rejoint donc en route des renforts venus du Daghestan. Il a en gros 18 000 hommes et 46 canons. Alors ils vont faire leur chemin dans les conditions qu'on imagine. On est parfois à 2500 mètres d'altitude. Les routes, ça n'existe pas, c'est les chemins traditionnels pastoraux au mieux. On a des centaines de mecs qui vont geler en s'emparant des cols et des sommets sur le chemin. Je veux dire, vous voyez, là ça part, vous voyez donc la carte, ils partent le 31 mai, ils sont à 40 km au nord-est d'Argo. Le 14 juin, ils sont à 20 km au sud. Donc c'est un cheminement sur 15 jours de quelques dizaines de kilomètres. Alors à ce moment-là, Vorontsov, il a encore à peu près 10 000 hommes, puisque le reste va servir à sécuriser le couloir de ravitaillement. Il va rester sur place pendant quelques jours, sauf qu'il se rend compte malheureusement qu'il consomme ses réserves aussi vite qu'elles arrivent, et surtout Tchamil pratique la terre brûlée dans les rares villages sur le chemin russe, donc voilà, place à l'attaque sur Dargo qui est prévue le 6 juillet 1845. Sauf qu'entre-temps,
l'imam Shamil a été prévenu par un déserteur russe. La marche va commencer dans un environnement escarpé. On a une route unique. Les Tchétchènes ont abattu des arbres sur toute la route pour se fournir un abri au tir. Donc les Russes sont obligés de prendre tous ces obstacles au corps à corps. Sans parler en plus que la route, parfois, du fait que la route parfois est un à-pic, quasiment, avec une paroi de montagneuse de l'autre côté. Donc voilà, on a une avant-garde qui avance avec les sapeurs, qui est attaquée tout le temps, mais Dargo est quand même prise au prix de 35 morts et 170 blessés. Bon, jusqu'ici tout va bien. Et c'est là que ça tourne à la catastrophe. Les Russes vont commencer à perdre beaucoup d'hommes dans les escarmouches autour de la ville, puisqu'en fait les Tchétchènes vont occuper les hauteurs qui l'entourent. Toutes les escouades qui sont envoyées vont se faire étriller. Et le 9 juillet, on a une fusée qui annonce l'arrivée d'une colonne de ravitaillement, et donc Vorontsov va envoyer ses hommes pour la rejoindre. Et c'est là que le pire arrive, puisque la colonne de ravitaillement qui est envoyée et celle qui est envoyée par Vorontsov pour lui ouvrir la voie vont être décimées par les Tchétchènes qui ont rétabli absolument tous les obstacles sur la route. Les généraux vont prendre des mauvaises décisions, c'est sous la pluie en plus, enfin bref, c'est une journée noire, et les Russes vont perdre 1200 blessés et tués, dont 2 généraux. La colonne de ravitaillement évite de très très peu l'anéantissement total, et finalement, devant cette situation, le 13 juillet, Vorontsov va décider de quitter Dargo, parce qu'il est à court de ravitaillement, en perçant par le nord, à l'aide du général Freitag, qui arrive, lui, depuis Grozny, qui est à 60 km au nord. Ils vont marcher 3 jours en combattant, presque sans cesse, sur tout le chemin, dans des conditions matérielles et environnementales très très difficiles à travers la montagne. La colonne de secours arrive à point nommé, puisque le 16, Vorontsov s'est arrêté, il s'est fortifié, puisque les hommes n'en peuvent plus. Il a quasiment autant de blessés que de valides, les baïonnettes sont tordues, il n'y a plus de munitions, l'ennemi, les met sous un feu constant. Et finalement, donc les Russes, avec l'arrivée de la colonne de secours, vont réussir à se replier sur Grozny. Donc au total, on estime que les Russes vont compter à peu près 4000 tués et blessés sur les 10 000 hommes qui ont été engagés par Vorontsov, en plus de perdre un matériel considérable. Et en gros, c'est une campagne au total qui coûte aux Russes de 3000, le chiffre le plus bas, à 7000 tués et blessés. Donc pour le classement, alors j'enlève la diapo, hop, transition. Pour le classement, écoutez, très honnêtement, elle va rejoindre Issand Luana. Déjà, ce sont des campagnes un petit peu oubliées en Occident, où la colonisation russe est vue un petit peu comme une extension de son territoire naturel, alors que c'est discutable. Ensuite, c'est une des quelques défaites retentissantes pour la Russie dans le Caucase. Après, voilà, il est vrai que la campagne va être très longue, très coûteuse, mais aucune bataille ne va mettre fin au mouvement de conquête ou va affecter le pouvoir du tsar en profondeur. Mais ça reste une importante branlée dans une campagne, on va dire d'à peine quelques semaines. Les Russes perdent au moins, on va dire, si on transige entre les deux, 5000 tués et blessés. C'est vraiment la branlée type de l'expédition en territoire ennemi dans une guerre asymétrique, donc elle a quelque chose d'assez édifiant. Voilà, passons à la suite. Il faut que je remette le diaporama. Hop. Alors, vous l'aurez compris, au vu de la localisation, on va parler de la bataille de Little Bighorn qui se déroule le 25 juin 1876 dans le Montana et qui oppose les États-Unis aux Sioux et aux Cheyennes. Alors là, pour moi, on s'emmerde un peu. J'imagine qu'il y a des types passionnés par la conquête de l'Ouest et les guerres indiennes. Moi, c'est pas mon cas. C'est comme l'Espagne, pour moi, on n'aime pas certaines choses. Ça n'a pas de raison. Mais il faut quand même en parler puisque c'est la geste américaine. Ce sont nos maîtres après tout. Donc le contexte est assez simple, c'est ce grand contexte de tension entre les États-Unis et les natifs des Grandes Plaines, les guerres des Sioux entre 1850 et 1890, et
ce qu'on pourrait dire, qu'on pourrait nommer l'accélération, le second souffle, je sais pas, de la conquête de l'Ouest après la guerre de sécession. Alors je parle pas de l'avant, de la ruée vers l'or, les pénétrations antérieures, peu importe. Vous avez ici une belle carte scolaire qui devrait satisfaire amplement les plus pointilleux d'entre vous. Donc on est dans le nord des États-Unis, le sud du Montana, en territoire Crow en l'occurrence, territoire qui est disputé à ces derniers par les Sioux, Lakota et les Cheyennes, alors qu'ils sont eux-mêmes poussés vers l'ouest par les Blancs. C'est un peu la guerre des Gaules, voilà. Vous faites appel à la puissance extérieure pour régler un problème, et puis finalement la puissance extérieure vient dire non mais en fait c'est beaucoup plus simple si tout ça est à moi. En l'occurrence, ce sont les Crocs qui soutiennent l'armée américaine face à la menace des autres peuples. En plus de ça, on a découvert de l'or en territoire Sioux dans les Black Hills, donc autant dire qu'il y a tous les éléments qui sont que l'on jugue pour une petite conquête. Donc, hop, nous sommes avec le fameux et bien connu Custer et son 7e de cavalerie, troupe censée être expérimentée, qui s'est battue au Kansas auparavant, dans le Dakota aussi contre les Indiens, même si on a pas mal de nouvelles recrues et que sa réputation, on va dire d'être bien équipé, bien armé, bien préparé, est contredite par les analyses archéologiques, puisque forcément on a fait des analyses sur les soldats tombés et l'état général des combattants c'était plutôt la malnutrition et une condition physique proche du vieillard à la trentaine. Ce qui s'explique assez bien, la vie militaire du temps est difficile. Donc déjà, un mois avant, à la bataille de la Rosebud, les Américains avaient enregistré des pertes importantes, ils avaient été contraints à la retraite, parce qu'on avait un nombre assez comment dirais-je, sous-estimé d'Amérindiens. Le plan américain qui est dressé va ignorer quand même la chose, et donc Custer est envoyé le long de la Rosebud, qui est un cours d'eau, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc on va avoir 3 grandes colonnes, je vous mets ça, hop. Donc 3 grandes colonnes indépendantes qui sont censées pouvoir localiser et engager les Amérindiens séparément. Alors le 25 juin, les éclaireurs de Custer vont apercevoir les traces du village des Amérindiens que le général va décider d'attaquer, malgré les avertissements de ses éclaireurs sur le fait que voilà, ils n'avaient jamais vu un tel village, un village aussi grand. Ces informations parlent de 800 guerriers, ce sont des chiffres erronés puisque ça va être du double au triple qu'ils vont devoir affronter. Donc c'est à partir de ces chiffres sous-estimés que Custer va décider de la division de ses forces en 3 colonnes. Lui va se diriger avec un peu plus de 200 hommes vers le village amérindien. Le plan étant de s'en emparer le plus rapidement possible, notamment des non-combattants, pour s'en servir d'otages et forcer les guerriers à se rendre. Alors vous avez un plan ici qui est pas trop mal foutu de la bataille, qui permet de comprendre assez bien les mouvements des troupes. Ce qu'on voit en fait sur ce plan de bataille, ce sont les premières forces, celles du Major Reno, qui vont attaquer à 15h, qui vont avancer masqués de l'ennemi, mais de fait, comment dirais-je, à leur avantage et à leur inconvénient. Ils se retrouvent à quelques centaines de mètres du village, ils vont se mettre en tirailleurs, ils vont commencer à tirer sur tout ce qui bouge, sauf que l'ennemi est beaucoup plus nombreux que prévu, ils sont proches de se faire tourner. Et donc là, c'est retraite en catastrophe que vous voyez, ils vont abandonner les blessés avant d'arriver à un espèce de gué assez profond, où les Indiens vont les rejoindre, où le combat va s'engager, et au global, cette retraite, elle va coûter 32 hommes aux troupes du Major Reno. Et du coup, ce détachement qui a été étrillé va tomber sur une des 3 colonnes, celle du capitaine Bentin, que vous voyez qui le rejoint. Et donc les deux vont décider de s'enterrer là, sur Reno Hill, malgré un message de Custer, et de ne pas poursuivre donc vers lui comme prévu. Pour faire simple, ils sont sous le feu des Indiens sur toute la journée et surtout le lendemain, donc en fait ils considèrent que aller vers Custer, déjà c'est risqué pour eux et puis c'est risqué pour lui en attirant encore plus d'Amérindiens sur ses positions. Alors du côté de Custer, les détails précis du combat sont inconnus puisqu'il n'y a absolument aucun survivant et que les récits des Indiens sont parfois assez contradictoires. En fait, les 210 hommes vont être engagés à peu près 5 km de Reno Hill. On va avoir la preuve d'une résistance organisée, on a notamment trouvé des parapets de chevaux morts. Le sort de Custer est incertain, enfin il est mort bien sûr, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il est mort au combat.
Les trajets suivis réellement sont, on va dire, des présomptions à partir d'indices et compagnie, mais sont totalement méconnus. Dans le détail, il y a beaucoup de contradictions entre les interprétations des des connaisseurs de la bataille. Ce qui est certain, c'est que la Custer Hill, qui sera le lieu du dernier combat, elle est beaucoup trop petite pour que tout le monde y combatte correctement. Elle est beaucoup trop sous le feu pour qu'on puisse y dresser des défenses, et donc en moins d'une heure, le combat va se finir. Les travaux les plus récents montreraient une retraite contrôlée pour une partie des troupes qui finira par quand même se faire massacrer, et une résistance finale d'une 40aine d'hommes autour de Custer, d'ailleurs qui meurt avec 2 de ses frères. Et donc le combat va se poursuivre autour de Reno Hill jusqu'à l'arrivée du général Terry, voilà, qui permet de remporter, ou en tout cas de relever ses troupes. C'est le dernier grand combat des Amérindiens, qui vont perdre une centaine d'hommes contre 260 tués américains. Alors, au-delà des critiques contre Custer ou ceux qui le défendent, enfin peu importe, la bataille est bien entendu légendaire pendant longtemps dans l'imaginaire américain. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur les théories de chacun, sur tous ceux qui se sont proclamés survivants de la bataille et compagnie. Après, aujourd'hui, on a une vision sans doute beaucoup plus apaisée de la chose. Et surtout, objectivement, ça reste une goutte d'eau dans la conquête de l'Ouest américaine. Là encore, ça n'a pas eu d'autre effet que de débloquer des fonds supplémentaires pour l'armée américaine. Et le choc immédiat est un petit peu hors de proportion par rapport à l'importance réelle de la chose. Voilà, donc pour moi, j'enlève, hop, ici, le diaporama, tac. Donc pour moi, bien entendu, victoire dans la défaite. Elle fait partie de ces défaites un petit peu mythifiées que l'on transforme en exemplarité du courage de l'homme blanc face à des hordes de sauvages. Enfin, maintenant, on dira que Custer est plus ou moins un alcoolique qui mangeait des Amérindiens au petit déjeuner, mais voilà, tempora mores, il n'empêche qu'à l'époque, c'est une bataille qui devient un mythe, malgré l'importance de la défaite et les conditions de cette dernière. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on est ? Que je me rappelle. Ah oui. Hop. Ah bah alors là, on voyage. On voyage, puisque nous allons parler de Gandamak, ou la retraite de Kaboul du 16 au 13 janvier 1842, dans ce qui est aujourd'hui l'est de l'Afghanistan et qui oppose les Anglais aux Afghans. Alors, on peut trouver bataille de Gandamak ou retraite de Kaboul, c'est sans importance, ça dit plus ou moins la même chose avec plus ou moins de précision. Alors je sais pas si on peut dire la bataille méconnue, mais on peut au moins penser cette retraite sous-estimée, c'est du top niveau branlé. Et donc on se retrouve encore avec les Anglais. On va les avoir assez souvent. Donc, dans quel cadre est-on pour ce qu'on devrait effectivement appeler, dans un sens plus large, la retraite de Kaboul ? Alors, nous sommes pendant la première guerre anglo-afghane, qui est un des conflits majeurs dans ce qu'on a appelé le grand jeu, la lutte entre le Royaume-Uni et la Russie en Asie centrale, qui est sans doute d'ailleurs toujours pas finie. Pour faire simple, la Grande-Bretagne craignait, alors de façon un peu exagérée, voire même paranoïaque, elle craignait pour sa domination en Inde. Le Russe était considéré comme l'ennemi, et chacune de ses avancées était vue plus ou moins comme une tentative de s'emparer des possessions britanniques. Donc dans ce cadre, sans doute l'Afghanistan revêt une certaine importance, mais du côté britannique, on privilégie l'alliance avec le Pendjab. Donc les Afghans, en contrepartie, vont inviter un envoyé russe à Kaboul, alors sans intention autre que d'effrayer les Britanniques. Dans le fond, ils auraient préféré s'allier avec l'Angleterre pour notamment se faire restituer les territoires conquis par le Pendjab. Et donc les Britanniques, en réponse, vont lancer l'invasion en 1838 pour établir sur le trône l'ancien roi. Je vais vite, je passe sur les batailles. Et donc, Dost Mohammed Khan, qui dirige l'Afghanistan, va se rendre en 1840. C'est sa reddition ici. Et donc on va laisser 8000 hommes en garnison, et puis on va jouer au cricket dans Kaboul, et tout va bien. Sauf que la résistance va très vite commencer,
On a Kaboul qui est en ébullition, et les Britanniques n'arrivent pas vraiment à réprimer l'émeute. Alors émeute qui est due bien entendu à l'occupation, mais surtout c'est un fait qui va se perpétuer en Afghanistan, traditionnel, mais donc c'est dû à la politique britannique métropolitaine qui, devant le coût vraiment exorbitant de la chose, va cesser de verser des pots de vin aux tribus afghanes, et donc en contrepartie elles vont cesser de soutenir les Britanniques. Alors vu la situation, on a un accord qui va être passé avec Akbar Khan, qui dirige la révolte, pour une retraite en toute sécurité de la garnison. Garnison qui était située en dehors de la ville, pour des raisons de façade diplomatique, pour montrer qu'on n'occupait pas le pays. La garnison elle est déjà sous le feu des Afghans, qui sont sur toutes les hauteurs qui entourent le camp. Feu des Afghans en plus qui est plus précis que celui des Anglais, grâce au rustique et bien connu Jezail, qui est l'arme du montagnard. Et donc malgré les pertes anglaises et les trophées et autres têtes coupées promenées qui encouragent le djihad, pas de réaction des Britanniques. Ce qui est aussi une des raisons de cette colère montante, puisqu'on a plusieurs officiers et officiels britanniques qui vont être massacrés sans réaction, pour montrer encore une fois que à part des Britanniques, on est là pour une coopération et non une occupation, mais cette passivité va encourager en fait les massacres et la révolte. Et donc, ce sont donc 16 500 hommes et femmes qui vont quitter la ville de Kaboul. Alors la plupart bien sûr sont des serviteurs, mais on a 4 500 troupes, très majoritairement des unités indiennes. On n'a que 700 hommes qui sont des réguliers britanniques du 44e d'infanterie. Ce qui n'avait absolument aucun avantage, puisque d'une c'est trop faible, et en plus les troupes hindoues étaient absolument détestées en Afghanistan. On se doute de pourquoi ça n'a pas changé. Et donc sur la promesse de sécurité de tous, les malades, les blessés et les infirmes vont être laissés en retrait, mais bien sûr l'arrière-garde qui les accompagne, elle va être directement massacrée par les Afghans. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et donc c'est une odyssée infernale d'une semaine qui attend les survivants dans des conditions climatiques atroces, un terrain horrible, un ennemi ignoble, tout ce que vous voulez. Ils sont attaqués par les tribus et harcelés dès le début de la route de 140 km entre Kaboul et Jalalabad. Et dès le début, la colonne est ralentie par les civils. Je vous mets ici la route qui est suivie. Et au lieu de presser l'allure, le général qui dirige, le général Elphinstone, qui est un vétéran assez médiocre des guerres napoléoniennes, en plus de ça perclus de colluque néphrétique, va continuer à accepter les conditions d'Akbar Khan, qui plaide une incompréhension, qui promet de négocier avec les tribus sur le chemin. Salut à toi. Salut. Et bien entendu, les Anglais découvrent bien vite que tout ça n'est qu'une manœuvre pour les ralentir. Le troisième jour, très bien, et toi ? Très bien. Donc le troisième jour, la colonne va franchir l'école, laissant derrière les traînards qui sont bien sûr massacrés. Et le soir du 9 janvier 1842, seulement 40 km avaient été franchis en 3 jours et 3000 personnes étaient déjà mortes, massacrées, perdues dans les combats difficiles à travers les passes et les embuscades, ou mortes de froid, parce qu'on a littéralement des troupes et des hommes qui disparaissent dans la neige au sens strict. Au soir du 11 janvier, l'infanterie régulière est réduite à 200 hommes, qui mènent une lutte acharnée en arrière-garde. Et alors qu'ils sont assiégés à Jugduluk, Elphinstone, qui dirige les troupes anglaises, va accepter des négociations avec Akbar Khan, mais bien entendu, il est fait prisonnier. Voilà, commandant désastreux. Le 12 janvier, on a 12 000 personnes qui sont déjà mortes. Il reste, en tout et pour tout, 50 artilleurs, 70 hommes du 44e, 150 cavaliers et quelques centaines de porteurs. Et on va décider de continuer le chemin de nuit, un trajet de 35 km où on va se retrouver bloqué par un mur qui a été dressé par les Afghans. Et là, c'est le massacre final. Enfin, final non, puisque c'est justement à ce moment-là que se tient la bataille de Gandamak. On est à peu près à 50 km de Jalalabad, avec les derniers bonshommes qui sont passés.
Enfin, la bataille, c'est vite dit, hein. C'est un combat qui permet de donner un côté plus propre à ce qui est une déroute totale. Donc le 13 janvier au matin, on a quasiment les derniers survivants, 45 soldats et 20 officiers, qui se font encercler sur une petite colline et puis qui vont décider de faire ce que l'on connaît bien en Europe, le dernier carré. Et dans la mêlée, la plupart sont tués, sauf un capitaine et 3 soldats. Tous les derniers cavaliers vont être rattrapés et tués, sauf un, puisque dans la journée du 13 janvier, on a ce tableau bien connu. C'est le seul officier, même le seul européen, William Brydon, qui est un médecin, qui va réussir à rejoindre Jalalabad. Il sera accompagné de quelques sipahs les jours suivants, mais ça on en parle moins. Voilà, c'est le seul homme qui va s'en sortir. Et donc l'anéantissement de plus de 16 500 personnes, dont 4 500 militaires, est un énorme choc en Angleterre. Dès l'automne suivant, on aura une armée britannique qui ira raser une partie de Kaboul en réponse. En tout et pour tout, on aura, avec la reprise de Kaboul, une centaine d'individus, dont 32 officiers qui vont être libérés, 2000 sipahs aussi qui seront ramenés en Inde. Mais la bataille est importante, puisque les Britanniques, malgré 2 autres guerres, surtout la seconde victorieuse qui est une vraie revanche pour le coup, eh bien, vont renoncer au gouvernement de l'Afghanistan. Elle joue aussi, cette bataille, un rôle dans ce qu'on pourrait appeler l'effritement du sentiment de supériorité de l'armée de la Compagnie des Indes orientales, et dans les mutineries qui vont suivre, bien connues en 1857, et qui vont entraîner le gouvernement à remplacer la Compagnie des Indes orientales par un gouvernement direct. C'est donc une immense branlée, une bataille qui a eu un impact très important. La seule chose qui aurait pu diminuer son classement, c'est un petit peu un oubli historique, au moins chez nous. Je sais pas ce qu'il en est en Angleterre, mais voilà, quand même, c'est une des plus grandes déroutes dans l'histoire de l'impérialisme européen. En plus de ça, ça annonce un peu le bourbier afghan, puisqu'on a une guerre éclair, l'effondrement rapide du pouvoir en face, et puis l'impossibilité en fait de tenir le pays. Donc je trouve que ça mérite. Hop, je fais la transition, sans aucun doute. Gandamak, ça mérite son Maque Disastro. Voilà, c'est un désastre absolu et total. C'est notre premier. Alors, on en arrive à la 5e, donc la moitié, la bataille d'El Ri. Alors, attendez, je vous remets le diapo. Tac, El Ri, voilà, nous sommes là. Donc le 13 novembre 1914, donc comme vous le voyez dans le centre du Maroc, et qui oppose les Français aux Zayan, à la tribu des Zayan. Alors donc voilà qu'on parle des Français, et voilà qu'on parle aussi d'une bataille très oubliée parce qu'elle se passe en plein conflit mondial, premier conflit mondial bien sûr, que l'on a donc d'autres chats à fouetter, et que par la suite on aura au Maroc une guerre de plus grande ampleur dans le Rif, dont je vais reparler la semaine prochaine, et dont d'ailleurs j'ai parlé en foire au livre aussi. Mais ça reste quand même une grosse branlée coloniale, une de nos plus grandes défaites en Afrique, donc qui mérite d'être racontée, surtout que je la soupçonne de ne pas être aussi connue que cela. Donc Première Guerre mondiale, ok, mais quel contexte marocain autour? Alors on le sait, à partir de, en gros, 1906 et Algésiras, la France, on va le dire vite, va avoir le droit de se lancer officiellement à la conquête du Maroc. Donc le général Lyautey mène la campagne à partir de 1907 contre tout un ensemble de tribus confédérées, qui conduit à la destruction partielle et à la prise de Casablanca, et ensuite on va se retrouver au moins jusqu'en 14 avec une guerre plutôt contre-insurrectionnelle. Donc à partir de 1912, le protectorat est créé sur le Maroc, on le sait, Lyautey est le résident général, et donc l'offensive continue, on a les bastions un petit peu de la résistance qui tombent les uns après les autres, et la plupart du temps, c'est vrai, les tribus se font désintégrer. Alors là, on est dans une de ces dernières batailles, alors que restent les Zayan, alors je dis tribu, mais c'est plutôt une ethnie berbère, et ben on va avoir une grosse défaite, qui se place en plus, comme j'ai dit, en pleine guerre mondiale, dans un environnement qui est très très fragile, puisque le gouvernement avait demandé à Lyautey, pour faire simple, de tout évacuer, sauf les ports sur l'Atlantique. Mais lui va continuer la politique d'occupation du terrain, et je crois qu'il a une vingtaine de bataillons, pas plus. Donc la bataille. Hop, je mets la carte. Voilà.
Donc on a 3 colonnes qui convergent vers le territoire des Ayan pour s'emparer de Khénifra, ce qu'elles vont faire donc mi-juin 1914, en infligeant de lourdes pertes aux Berbères, ce qui permet une démonstration auprès des montagnards environnants, de sécuriser aussi les liaisons entre les cités du nord et du sud et le couloir entre, on va dire, Tunis et la côte atlantique, donc Tunis et Casablanca. Donc le chef des Berbères, qui s'appelle Mouhaouamou Zayani, va s'installer à une quinzaine de kilomètres au sud, près d'El-Ri ou El-Ri, vous trouvez les deux graphies possibles. Et vous avez un mémorial là-bas, ce qui est très rigolo, c'est qu'il ne donne pas ni le bon nombre de morts, ni la bonne date de la bataille. C'est un mémorial qui est dressé pour le rappel d'une bataille de 1912 qui n'a jamais existé, puisqu'elle s'est passée en 1914. Enfin bon, après, qui s'intéresse à l'histoire à part nous. Donc jusque-là, tout se passait bien. On va établir donc 3 groupes mobiles pour réagir aux menaces, dont un à Khénifra qui est sous le commandement du lieutenant-colonel Laverdure. Donc à partir de juillet, malgré toujours les forces réduites, Lyautey tient à Khénifra et on a plusieurs attaques sur la ville qui sont repoussées. Sauf que le lieutenant-colonel Laverdure, en contradiction des ordres de Lyautey qui lui demandait de rester sur place à Khénifra et de ne pas attaquer pour ne pas saper les pourparlers de paix qui étaient engagés, va décider de monter un assaut sur El-Ri, à son 4 groupes, qui donc doivent exécuter un coup de main sur la position des Ayan. Alors pourquoi est-ce qu'il désobéit? Pourquoi est-ce qu'il prend cette initiative? On ne sait pas vraiment, peut-être qu'il était frustré par l'inaction, mais en tout cas on ne sait pas. Donc au matin du 13 novembre 1914, les troupes françaises vont se mettre en marche à 2h30, sans informer le commandement supérieur, et à 6h30, la colonne centrale, qui est sous le commandement de Laverdure, va attaquer le campement rebelle. Il a sous ses ordres 1187 hommes de troupes et 43 officiers, donc un peu plus de 1200 hommes, la plupart sont des troupes coloniales. Le camp berbère va être pris, va être pillé, le chef rebelle va s'échapper en se faisant passer pour un serviteur, on capture ses femmes, voilà, et à 8h30, les Français vont décrocher de la position puisque l'objectif est rempli. Sauf que bien, la contre-attaque va se monter assez vite, ce sont des petits groupes d'abord qui vont un petit peu tirailler et qui découvrent finalement le nombre assez réduit de troupes françaises. Donc on a plusieurs milliers d'hommes qui vont se réunir ensuite et qui vont harceler la colonne pour lui interdire toute retraite, et assez vite la troupe va complètement perdre sa cohésion, l'arrière-garde va être débordée, les batteries de canon vont être capturées, les troupes françaises restantes vont former un carré qui va être très vite anéanti, et c'est la poursuite des fuyards qui commence. Et en fait, c'est le pillage traditionnel qui s'ensuit, qui permet aux blessés et à leur escorte de rallier Khénifra. Ce sont 176 blessés et 431 hommes valides qui vont rallier la ville. Alors le bilan donné par le communiqué de Lyautey est assez lourd, puisqu'on a près de 620 tués, dont le lieutenant-colonel Laverdure. C'est 33 officiers sur 43 engagés qui meurent, dont, c'est ce que j'ai mis ici en illustration, le lieutenant Brasillac, qui est le père de l'écrivain, qui doit avoir 5 ou 6 ans à l'époque, mais qui meurt donc dans cette bataille, et donc 620 tués et 176 blessés, en plus de la perte de plusieurs canons, de plusieurs mitrailleuses, de nombreux fusils, voilà. C'est donc une très grosse défaite pour la puissance coloniale, même si les 2/3 des pertes sont parmi des troupes coloniales, donc vues de la métropole, de moindre importance. Et c'est clairement une défaite qui est due au lieutenant-colonel Laverdure, même si c'est vrai que dans le contexte du Maroc et dans le contexte colonial en général, il y a 2 états d'esprit qui s'affrontaient, 2 écoles, la pacification lente de Lyautey et l'action décisive de Mangin. Mais clairement, enfin voilà, victoire ou défaite, ça reste un acte de désobéissance militaire qui se finit en drame. Ceci étant, dès la connaissance de la défaite, on a une offensive importante qui va être lancée, et la situation va être très vite rétablie. Le commandement français, qui n'avait même pas été averti de l'offensive, va prendre très vite des mesures et va sécuriser Khénifra. Mais voilà, il va falloir attendre plusieurs années, à peu près 1920, pour que les Berbères dans la zone fassent leur reddition définitive. La bataille va jouer un rôle assez énorme dans cette continuation. Alors,
c'est important, sans l'être, plusieurs choses. Déjà, on est en pleine Première Guerre mondiale, donc tout le monde a autre chose à foutre. Ensuite, ça n'empêche pas la soumission du Maroc. Par contre, au-delà du matériel procuré, ça va permettre à la résistance quand même d'avoir un symbole, de se maintenir même mineur jusqu'à la guerre du Rif, et puis c'est quand même une défaite assez importante, voilà, moins importante que celle qu'on a vue jusqu'à présent, donc à relativiser quand même par rapport aux deux supérieurs, mais voilà, je pense qu'elle va aller en plein milieu, elle le mérite, ça reste quand même une défaite d'ampleur, dans un contexte et un processus assez particulier. Nous en sommes à la moitié, je vais me permettre de boire un petit coup. Voilà, continuons. Alors, tac. Donc vous voyez, on a encore changé d'endroit. Donc nous parlons de la deuxième bataille des forts de Takou, le 26 juin 1859, donc sur la côte nord-est de la Chine, qui oppose Français, Anglais et Américains contre Chinois. Alors, quel est le contexte ? Nous sommes dans la deuxième guerre de l'opium, donc le développement par les bien connus philanthropes britanniques du commerce de l'opium, interdit d'importation en Chine. C'est donc la suite de la première guerre de l'opium entre Anglais et Chinois, qui se déroule après la fermeture du port de Canton, et qui se termine par une gigantesque victoire anglaise. Mais comme les bonnes choses, on aime les faire durer, bah voilà, faut qu'on ait quand même une seconde guerre de l'opium, avec encore une fois les Britanniques qui inventent des raisons pour aller éclater du Chinois, et qui commencent par prendre Canton. Alors en l'occurrence, c'est un casus belli à la con, je crois que c'est l'arraisonnement d'un vaisseau britannique par les Chinois, enfin quelque chose qui ne mérite une guerre que dans un contexte colonial où vous êtes sûr de gagner. Donc, alors j'ai dit pour éclater du chinois, mais disons pour légaliser le commerce de l'opium, parce que toujours illégal, et puis pour se voir attribuer plus d'avantages, puisque malgré tous les avantages déjà consentis, la balance commerciale était toujours déficitaire avec la Chine, donc voilà, l'idée c'est de rééquilibrer ça à son avantage. On est dans un temps où on s'emmerde pas à discuter, hein, s'il faut faire la guerre, on le fait, et tout le monde est content. Donc on a les Britanniques qui se lancent, les Français vont les rejoindre pareillement pour, je crois que c'est un missionnaire qui se fait tuer, enfin bon bref, donc ils rejoignent ça. On a quelques engagements très vite remportés, et on a un traité qui est signé à Tianjin en juin 1858, qui comporte fatalement un nombre de clauses favorables aux grandes puissances, et le gouvernement chinois accepte de légaliser le commerce de l'opium. Sauf que quand les Chinois refusent la mise en place d'ambassades européennes à Pékin, comme le disposait le traité, et bah c'est reparti pour la guerre. Et donc c'est dans ce cadre que se passe la bataille qui nous intéresse, qui est la première après la reprise de la guerre. On avait eu une première bataille des forts de Takou qui était intervenue l'année précédente, remportée sans trop de difficultés par les anglo-français. Je vous mets, hop, la maquette du fort. Donc ces forts près de Tianjin, ils avaient été érigés pour couper une des voies d'accès directes à Pékin. Et donc suite à cette première défaite, eh ben, les Chinois vont faire le maximum pour réparer et améliorer les défenses côtières, dont ces forts-là. On a un barrage qui est construit afin de limiter la circulation des navires britanniques, on a des fossés, on va renforcer les défenses. Et donc lorsque la flotte anglo-française se présente et exige de poursuivre sa route jusque Pékin, le général chinois qui commande va accepter seulement pour des émissaires, mais sans soldats. Donc, dans la nuit du 24 juin, les forces britanniques vont faire sauter les obstacles sur la rivière, et au matin du 25, ils vont constater donc ces travaux effectués par les Chinois pour améliorer les défenses, mais les défenseurs étant cachés, ils pensent que voilà, ils sont peu nombreux. Donc comme l'année précédente, on va avoir les canonnières britanniques qui vont tenter de forcer les barrages de tronc, et là, eh ben, les Chinois vont révéler tous les canons, et la flotte britannique va en prendre plein la tronche, hein. On a 3 canonnières qui coulent, 3 autres qui s'échouent sur les 11 qui étaient présentes, et lorsque le feu se calme, eh ben, les Anglais vont décider de faire un débarquement terrestre pour prendre le fort.
sauf qu'il se fait à marée basse, ce qui force à courir plusieurs centaines de mètres sous le feu, avant d'arriver dans des fossés qui sont complètement remplis de boue. Donc les soldats peuvent pas marcher, ils peuvent pas vraiment nager non plus, ils se retrouvent un peu avalés par la boue, et les soldats qui parviennent à atteindre les remparts se retrouvent en fait coincés sous le feu. Et en tout et pour tout, les Franco-Britanniques, alors même si la présence française est très réduite, vont laisser 450 tués et blessés sur le terrain, un immense matériel contre une trentaine de tués chez les Chinois. Alors les photos que j'ai mises sont après une autre bataille où cette fois le fort sera pris. Donc la défaite, elle est sans doute autant due à une certaine vanité européenne qu'à une bonne préparation chinoise. Elle va encourager le sentiment de résistance face aux Européens, mais voilà, on connaît l'histoire, ça ne va pas interrompre la conquête, ça ne change pas grand-chose au flot quasiment ininterrompu de branlées que vont prendre les Chinois, mais c'est vrai que la fin de la guerre va être retardée par cette bataille de plus d'1 an. Donc ça n'est pas négligeable non plus. Voilà, ils vont revenir en force, et effectivement c'est ce que vous voyez sur les images. En 1860 le fort sera pris, et en 3 mois on aura la convention de Pékin qui sera bien plus lourde, on aura la fuite de l'empereur, l'humiliation totale du pays qui va se transformer en profondeur sur un temps long, mais voilà, on sait ce qu'il adviendra après de la Chine impériale dynastique. Donc niveau classement, hop, transition. Tac. On a des pertes assez restreintes, on a des conséquences négatives quand même assez limitées. Je crois que voilà, ce sera la première à se trouver en couvrir la retraite. Ce sera parfaitement adapté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous passons effectivement à la 7e bataille. Hop, petite transition. Vous voyez où nous sommes, puisque nous allons parler de la bataille de Cameron, qui se déroule le 30 avril 1863 dans le sud du Mexique, vers Puebla, et qui oppose les Français, entre guillemets, puisque c'est la Légion étrangère, mais elle compte un certain nombre de Français, contre les Mexicains. Bon, je pense qu'on est sur une de nos batailles les plus connues, hein, sur l'espèce de quintessence de la défaite héroïque. Alors effectivement, on peut tout à fait discuter de sa présence parce que c'est pas un désastre, et en même temps c'est pas une victoire non plus, donc voilà, je sais que je ferai une tier list des victoires coloniales aussi. Peut-être que la bataille aurait plus eu sa place dans une tier list type dernier carré colonial, ce genre de choses. Peut-être que je le ferai un jour aussi. Mais en tout cas voilà, j'ai choisi de la mettre en défaite, effectivement ça n'est pas un désastre. Donc le cadre c'est l'expédition du Mexique, bien sûr, dans laquelle on est engagé depuis, j'ai plus la date exacte, fin 1861, début 1862 à peu près. On a à l'époque un état du Mexique qui est complètement instable, qui a perdu 20 ans avant contre les États-Unis, qui est endetté à mort auprès des pays européens, qui mène en plus sous Juárez une politique assez anticléricale. On a plusieurs raisons qui expliquent l'intervention française, des raisons qu'on qualifiera d'officielles et des raisons officieuses, voire même occultes. Hein. Disons que récupérer du pognon pour certains individus, installer un régime conservateur, bloquer les États-Unis, faire plaisir aux Habsbourg, il y a plusieurs choses, en nommant Maximilien empereur, il y a plusieurs choses qui se conjuguent. Et le problème étant qu'on n'a pas demandé aux Mexicains. Donc, on y va à la base avec les Espagnols et les Anglais, nous on va y rester, on va commencer à mettre le paquet, puisqu'au moment de la bataille de Cameron, c'est le moment où on va venir à bout du deuxième siège de Puebla. Vous l'avez ici en tableau. Mais finalement on est encore au début de la guerre à ce moment-là, puisque la guerre va durer jusqu'en 1867. Donc la bataille, du coup le régiment, ce qui est à l'époque le régiment étranger, était chargé de faire transiter les convois entre Veracruz sur la côte et Puebla, sur à peu près 80 bornes. Enfin, chargé de les escorter, en tout cas de sécuriser la route, donc on a des troupes du régiment tout le long du trajet. On a un convoi important qui part le 29 avril de Veracruz avec plusieurs millions de francs or et une soixantaine de chariots de munitions. Et on est averti qu'il va être attaqué, donc on envoie une compagnie du 1er régiment étranger pour explorer la zone, où il arrive sous le commandement d'un capitaine, un Jean d'Anjou bien connu, qui s'est porté volontaire.
Et en face, le colonel républicain, qui est le colonel Milan, qui est le gouverneur libéral rebelle, on va dire, du coin, il a, lui, 2000 hommes, donc 800 cavaliers et 1200 fantassins sous ses ordres en face. Du coup, le régiment, en tout cas la partie de la compagnie, part à 1h du matin, va faire 25 bornes, va passer devant ce qui est le lieu ce que sera le lieu de combat, hein, l'Hacienda La Trinidad, passe devant à 6h, il va s'arrêter un petit peu plus loin pour boire un café à 7h, sauf que il repère les Mexicains, et donc ils vont se replier dans le village, ils vont trouver refuge dans cette Hacienda, qui est une espèce de carré de 50 mètres de long avec un ranch à 2 étages, qui est en ruine, pour tenir avant l'arrivée d'éventuels renforts. Le problème, c'est qu'ils perdent dans le mouvement les 2 mules qui transportaient les vivres et les munitions. On va décider d'une première sortie qui aboutit à une attaque des cavaliers mexicains qui est repoussée, mais les légionnaires vont perdre 16 hommes capturés dans le retour Fissa à l'Hacienda. Alors les Mexicains, ils sont déterminés à les éliminer pour pas qu'ils puissent communiquer la taille des troupes qui sont en embuscade, occupent déjà le corps de ferme, à la grande surprise des Français. Ceci étant, le convoi a eu le temps de faire demi-tour, donc l'essentiel est sauvegardé. Et donc totalement encerclé, d'Anjou, le capitaine va enjoindre à ses hommes de se battre jusqu'à la mort. Lui-même est abattu à 11h du matin lors d'une tentative de pénétration mexicaine des portes et des brèches de l'enceinte. Et déjà, on a ce qui sera la problématique au-delà de la mort des combattants. La problématique du combat, c'est qu'on a déjà le manque d'eau, notamment qui se fait largement sentir. À 14h, donc 3 heures après, on a déjà plus que 20 légionnaires en état de se battre. C'est ensuite le sous-lieutenant Villain qui a pris le commandement à 14h30 qui tombe. Et à 17h, on n'a plus que 12 hommes valides. Ça fait à ce moment-là 9h que les Français se battent sans boire alors qu'ils sont au milieu d'un incendie. Et donc 1h plus tard, à 18h, on a ce qui reste, c'est-à-dire 2 Français et 3 Belges qui vont charger à la baïonnette. 2 vont se faire perforer direct, dont un, je sais plus si c'est un Français ou un Belge qui se prend, je crois, une vingtaine de balles en protégeant son sous-lieutenant, avant finalement que les autres ne déposent les armes contre la promesse de soins pour les blessés. Hein, on connaît tous la phrase « on ne refuse rien à des braves comme vous », voilà, tout ça. Et lorsque les secours arrivent plus tard sur les lieux à la rescousse, on trouvera un survivant qui a été laissé là parce qu'il avait pris 7 coups de lance et 2 balles avant d'être jeté dans la fosse commune. Et le mec s'est relevé de la fosse commune et a marché plusieurs kilomètres dans cet état. Donc on a, semble-t-il, les chiffres sont toujours d'une clarté lumineuse, mais une 50aine de tués ou morts de leurs blessures, une grosse dizaine de blessés et capturés et un survivant. Voilà. Alors, la bataille va forcément tout en bas. Hein, je vais la mettre tout de suite. Hop, je vais faire la transition. Voilà. Je pense que ça s'explique assez bien. Hein, c'est une bataille où les pertes françaises sont réduites. On a un héritage, une postérité qui sont bien plus positifs que négatifs. C'est toujours célébré par la Légion. Elle a fait naître une tradition, une légende, enfin tout ce que vous voulez. Autant d'ailleurs du côté français que mexicain, où les Mexicains rendent hommage aux combattants français. Puis bon, ça n'a pas changé le cours de la guerre. La bataille a eu aucun impact concret de terrain, ni pour le perdant, puisque le convoi a fait demi-tour, ni pour le vainqueur qui a pris le terrain au prix de pertes très importantes. Voilà, même une victoire n'aurait pas changé le cours de la guerre, parce qu'influer là-dessus, ça nécessitait bien d'autres choses. Voilà. Donc ça va rejoindre Little Bighorn, des défaites qui deviennent un petit peu des piliers d'une mémoire et qui ne changent pas une histoire de toute façon déjà écrite. Alors, hop, on repasse sur notre diapo. Voilà. Boum. On a encore changé de lieu. Aïe, 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 on voyage. Alors, on va parler... Là aussi, je suis pas certain que ce soit très connu. On va parler de la bataille de Gate-Pa, qui se passe le 29 avril 1864, donc dans le nord de la Nouvelle-Zélande, comme vous le voyez, qui oppose bien entendu les Anglais aux Maoris.
Alors, la bataille se place dans un contexte, comme j'ai dit, qu'on connaît tous sans doute assez mal. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des experts hein, dans ceux qui écouteront. Mais je pense que c'est un contexte qui est mal maîtrisé de conquête et domination anglaise en Nouvelle-Zélande. Parce que ça engage des forces mesurées, ce sont des conflits qui sont d'intensité assez faible, en plus sur des portions des îles, mais voilà, ça s'étend quand même sur une trentaine d'années, on a des successions de campagnes avec des noms à coucher dehors, hein, vous connaissez tous ces noms-là, c'est toujours Waikititi, Tawatula, voilà, donc on comprend rien. Mais clairement, voilà, ça reste secondaire, sans doute vu d'Europe et d'autant plus vu de France. Donc, hop, on bouge les images. Donc le contexte. Alors, on avait un traité de 1840 qui garantissait la possession inviolable de leurs terres aux Maoris en échange de leur soumission. Traité qui succédait à quelque chose qu'on connaît encore moins, qui est une intense période de guerres intertribales, due notamment à l'apparition des mousquets sur l'île, et qui est en fait la vraie période de massacre entre tribus, qui va faire, on estime à peu près 40 000 morts en Nouvelle-Zélande chez les autochtones, et pour le coup sans que les Anglais aient besoin de s'en mêler. Alors bien sûr c'est toujours la faute des Européens, ils introduisent les armes, mais factuellement c'est la continuation des pratiques maoris auxquelles on a filé des fusils. Voilà, personne ne les pousse à quoi que ce soit, c'est leurs guerres usuelles avec de la poudre en plus. Voilà, ils sont très contents de se génocider. Donc pour les Anglais, c'est bien, ça nettoie l'île des autochtones, mais ça leur file aussi l'habitude du maniement des armes à feu et un début de réflexion sur comment éventuellement s'en protéger. On a par ailleurs, puisque la nature a horreur du vide, le gouvernement et les colons qui vont en profiter, qui vont en fait acheter de plus en plus de terres. Au fur et à mesure, les Maoris vont de plus en plus résister à ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qui se nourrit un peu parce que plus ils résistent, plus on a des lois punitives qui les exproprient et qui les obligent à vendre. Et donc on se retrouve avec une suite de conflits. Alors ici, en l'occurrence, on est dans ce qu'on appelle la campagne de Tauranga en 1864, qui visait pour les Anglais à perturber les lignes d'approvisionnement des insurgés, à sécuriser la baie de l'Abondance, l'endroit étant une source de nourriture et un foyer de tension et de transit dans un autre conflit qui se déroulait en même temps, qui est l'invasion du Waikato. Voilà, donc toujours dans le but de mettre fin aux rébellions et d'ouvrir bien entendu le territoire à la colonisation. Donc, les Maoris vont construire à cet endroit-là un fort perché, ce qu'on appelle un pas, sur une hauteur avec 250 hommes, sur un lieu qu'on appelait la porte, donc Gate Pas, voilà, à quelques kilomètres des Européens. Et finalement, donc les Britanniques vont décider de marcher sur Gate Pas avec 1700 hommes de troupes, pour le coup, des Anglais pur jus, si je puis dire. Vous avez en haut à gauche un exemple de troupes déployées en Nouvelle-Zélande. Donc le 28 avril de l'an de grâce 1864, ils vont commencer à bombarder avec une quinzaine de canons la forteresse. Alors, assez peu d'effets, en tout cas pas autant que ce qu'ils auraient pu croire, puisque les fortins maoris sont finalement assez bien conçus et résistants, malgré le fait d'être en bois. Au bout de 8 heures de bombardement, il y a quand même plus grand chose qui tient debout. Ceci étant, voilà, il n'y a qu'une quinzaine de Maoris qui laissent la vie dans ce bombardement. À 16h, le 29, il n'y a plus un seul signe de vie sur la hauteur, et donc le général anglais, Duncan Cameron, qui dirige les troupes, va lancer 300 hommes de front et 300 hommes en réserve qui vont être chargés un petit peu de faire le tour à l'assaut. Alors à partir de là, c'est un petit peu flou. Il semblerait que les troupes anglaises vont pénétrer dans le pas, et qu'après un combat à l'intérieur, le Connay qui dirige l'assaut va rapporter que la redoute a été prise. Bon. Sauf que ça bascule lorsque les Anglais qui ont été envoyés contourner vont percer l'arrière du pas, et qu'en fait, on va avoir des combats terribles à l'intérieur, et que finalement les Britanniques se débandent complètement, après avoir perdu 110 tués et blessés en 10 minutes de combat au corps à corps, ce qui est quand même assez important.
Il semblerait en fait que le fort avait été bien préparé, c'était plus ou moins un gruyère, voilà, percé de trous à l'intérieur. Les Maoris s'étaient cachés, vont livrer en fait une défense assez limitée en attendant que les Anglais soient complètement engagés à l'intérieur avant de déclencher des salves à bout portant et un corps à corps. Voilà, vous voyez un peu le côté film de la Seconde Guerre mondiale avec les Japonais qui vous tirent dessus dans des trous, quoi. Alors, c'est difficile, voire impossible d'estimer les pertes maoris qui vont d'une trentaine à 100 tués et blessés, puisqu'ils vont quitter le champ de bataille dans la nuit avec les corps. On aura sans doute une cinquantaine, on va dire, de tués et blessés. C'est la plus grande défaite britannique dans les guerres de Nouvelle-Zélande, une humiliation par des types plus ou moins en pagne. Alors, ça dit aussi à quel point ces campagnes ne sont pas non plus marquées par d'immenses batailles, puisque les Britanniques vont y laisser à peu près 150 hommes. Ce qui n'est pas non plus excessif. Alors, pourquoi je l'ai mise Alors, moi je la trouve très intéressante parce que déjà elle n'est pas très connue, et puis elle renverse un petit peu la perspective du last stand colonial, puisque cette fois ce sont les indigènes qui sont entourés et en sous-nombre et qui remportent la bataille. Alors, ils ne gardent pas le terrain, mais en tout cas ils infligent des pertes importantes à la puissance coloniale. Alors bon, on va dire que l'impact reste limité, puisque les Maoris vont in fine largement se faire déboîter les caissons par les troupes britanniques. Mais au moins ça permettra de mettre un petit peu le holà sur la politique de confiscation pour pacifier les territoires. Voilà. Malgré le peu d'effets de postérité, je vais mettre le classement, pour moi ça ne peut pas aller tout en bas. Parce que ça ne rejoint pas ce que sont Little Bighorn et Cameron. C'est quand même une défaite en surnombre des Européens, ce qui est quand même plus que rarissime. Voilà, je mets en avant-dernier, on couvrait la retraite, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de pertes, pas beaucoup d'effets dans une guerre finalement de peu d'ampleur, mais voilà, ça aurait presque mérité au-dessus, mais quand même, on va se limiter là. Hop, je bois un petit coup, parce que mine de rien, on papote. Et hop, on bouge, on change de continent à nouveau, puisque nous sommes à Khartoum pour parler du siège de Khartoum, qui se déroule du 13 mars 1884 au 26 janvier 1885, et qui oppose, disons, l'Égypte au Soudan. Alors, pareillement, j'ai hésité à l'inclure dans les désastres coloniaux parce que techniquement c'est, pour la première phase de la guerre, plus le Khedive d'Égypte avec des officiers anglais contre les mahdistes. C'est vrai que j'ai mis Égypte contre Soudan, c'est plutôt Égypte contre mahdistes. Alors, nonobstant tout ceci, c'est pas parce que l'Égypte est en Afrique que ça n'est pas non plus une politique coloniale qu'il mène. Premièrement, la domination égyptienne sur le Soudan, elle est discutable du point de vue de la légitimité, malgré les relations des deux entités. C'est une conquête qui est faite à peu près en 1820 dans le but d'aller y exploiter les ressources. Ensuite, les Anglais sont largement impliqués. Ils vont finir par y envoyer leurs propres troupes. Et ça se place dans le cadre effectivement de l'époque de l'impérialisme colonial. Khartoum est d'ailleurs une création d'ex nihilo en 1828. Et quand je regarde le reste du classement, je crois pas qu'il y ait tellement d'autres batailles qui soient peu polémiques de ce point de vue-là. Donc, on aura donc... c'est vrai que je pense d'ailleurs que les mahdistes sont parmi... on aura une tier list des victoires coloniales, mais ils sont parmi les mouvements ou peuples insurgés qui ont pris le plus de branlées. Peu importe. Contexte, donc. Nous sommes donc au début de la guerre des mahdistes, qui démarre vers 1881 pour s'achever, je crois, Omdurman c'est en 1899, donc on va dire un petit peu avant, ou 1898, tiens, je sais plus, c'est peut-être 1898, en tout cas un petit peu avant 1900. Donc, on a une domination égyptienne mal acceptée, notamment religieuse, puisque l'islam soudanais repose plutôt sur un système de confrérie. Des administrateurs anglais présents, chrétiens pas plus acceptés, et on a un type
Muhammad Ahmad, qui est un mystique assez charismatique, qui va se proclamer le Mahdi, donc le rédempteur de l'islam. Il va soulever une partie du Soudan, mettre des branlées aux Égyptiens, récupérer le matériel nécessaire pour son combat, et les Anglais s'en mêlent, ils vont prendre la tête des troupes égyptiennes, mais ce sont encore des défaites catastrophiques. On est dans l'environnement difficile qu'on imagine, il n'y a pas d'infrastructure, on a des garnisons isolées un petit peu partout, et en 1883, le Mahdi a pris la province de Kordofan. Comme ça coûte cher de maintenir des troupes au Soudan, les Anglais décident purement et simplement de se barrer. Ils n'ont pas du tout envie de mener la guerre eux-mêmes, et ils n'ont pas non plus envie que ça coûte trop cher à l'Égypte, parce qu'elle doit leur rembourser d'importantes dettes. Faut comprendre que ça s'ajoute à la fin de l'indépendance politique du pays, donc du Khedive en 1882, donc d'où l'action conjointe des Britanniques. Les Égyptiens, eux, feraient bien payer la reconquête du Soudan aux Anglais, mais c'est pas dans leur plan. Donc Charles Gordon Pacha, mais attendez, je vous le mets en image, hop, est nommé gouverneur du Soudan, tâche, se barrer. Il avait déjà occupé le poste auparavant, donc il arrive à Khartoum, il se rend compte que c'est le bordel, il hésite finalement à abandonner le Soudan, et il se retrouve assiégé, à force de temporisation, avec 7000 hommes dans la ville. En plus de ça, le nord du Soudan se révolte aussi, et donc le passage est bloqué, volonté ou contrainte, on ne sait pas trop ce qui pèse le plus dans sa décision, mais toujours est-il qu'il ne part pas de Khartoum. Voilà pour le contexte global. Donc Khartoum, elle reste une ville protégée par le Nil bleu et le Nil blanc, sur lesquels Gordon va mettre en place des canonnières. Il va faire construire d'importantes tranchées vers le désert. On a une première sortie qui est lancée le 16 mars par les assiégés, qui se termine en désastre puisque les Égyptiens vont perdre 200 hommes. Et donc la ville est coupée du monde, et elle ne peut compter que sur ses réserves de nourriture, qu'on estime de 5 à 6 mois. Donc bien entendu, la famine va s'installer quand même très vite. En septembre, les forces assiégées vont tenter d'atteindre la garnison égyptienne de Sénar, mais rebelote, bataille perdue, on a encore 800 morts côté égyptien. Même chose pour les tentatives d'envoi de bateaux à vapeur par le Nil jusqu'au Caire, tous les passagers vont être tués. Il n'empêche, malgré les difficultés, que la situation de Gordon Pacha n'est pas passée inaperçue, et en juillet, à contre-cœur, le gouvernement britannique va se résoudre à l'envoi d'une colonne de secours, à contre-cœur notamment par rapport à leur domination en Inde et aux nombreux musulmans qui s'y trouvent, parce que les Anglais sont soucieux d'éviter une espèce de simili-croisade contre celui qui se prétend le Mahdi. Donc le problème, c'est que l'expédition va mettre très longtemps à arriver, elle va partir fin octobre d'Alexandrie, je vous passe les détails, mais elle n'arrive que le 28 janvier 1885, donc 2 jours après que Khartoum fut tombé. Le Mahdi, conscient de l'arrivée prochaine des renforts, avait déjà lancé le grand assaut. Donc à ce moment-là, au moment du grand assaut, le siège de la ville avait duré déjà depuis 10 mois, on a la famine qui fait des ravages dans la population et dans l'armée, et dans la nuit donc du 25 au 26, on a 50 000 mahdistes qui vont se lancer à l'assaut des fortifications en plusieurs points. Ils vont prendre les portes malgré des pertes très importantes face à une garnison qui est à bout de dysenterie et de faiblesse. Et donc en quelques heures, la garnison entière, donc à peu près 5000 hommes qui restent, va être tuée. On a plusieurs milliers d'habitants aussi. On a les femmes et les enfants qui sont réduits en esclavage parce qu'on pratique encore l'esclavage, mais ça dépend sans doute, la gravité dépend des zones. Et on n'est pas certain de la manière dont Gordon va mourir, mais sa tête va être emmenée au Mahdi. Alors, si la bataille en elle-même est d'une importance, on va dire, mineure du point de vue des faits coloniales tels que l'on entend la chose, la mort de Gordon va quand même acquérir un statut quasiment légendaire. Ça va entraîner à terme la chute du gouvernement Gladstone, qu'on va accuser d'avoir été excessivement lent à mettre en place des secours, d'avoir des sympathies pour le mouvement soudanais qui cherchait à mettre fin à la domination coloniale égyptienne, puisque c'est toute la dimension profonde d'une partie du colonialisme, qui regroupe aussi des pensées pour qui finalement c'est un moindre mal lorsque il est fait par des Européens, par exemple, ce qui est d'ailleurs probablement pas tout à fait faux. Et donc le Mahdi va léguer un état théocratique indépendant qui a une existence assez brève mais qui va marquer un petit peu
la conscience soudanaise, bref, parce que son état va faire face à des pressions tout autour de lui, qui va s'effondrer assez rapidement, en plus il meurt assez rapidement lui aussi. Voilà, je pense quand même, parce que ça reste une bataille d'ampleur. Effectivement, on peut discuter c'est pas des Européens, donc voilà. Mais on va la mettre, hop, au milieu, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez marquant. La mort de Gordon Pacha va quand même avoir son importance. Voilà, finissons-en. 10e bataille. Vous voyez, on a, hop, encore changé d'endroit, on a parcouru le monde, et nous allons parler, pour finir, de la bataille d'Ayacucho, le 9 décembre 1824. Elle se déroule dans le sud du Pérou, et elle oppose, j'allais dire espagnol, en tout cas le vice-roi du Pérou, contre les indépendantistes donc, du Pérou et de la Colombie, faute de mieux. Donc, on est en Amérique du Sud. Alors bon, l'Amérique du Sud, en général, je m'en branle un peu, mais au-delà, on peut s'interroger, là aussi. C'est vrai que j'ai mis plusieurs batailles discutables, il y en a beaucoup moins après. On peut s'interroger sur la libération de l'Amérique comme guerre coloniale ou décoloniale, peu importe. C'est un petit peu tôt, ça ressort plus d'une guerre civile qu'autre chose, à mon avis. Ceci étant, ça implique quand même une puissance européenne contre... on va dire des autochtones, même si les autochtones en question sont pour beaucoup partiellement européens d'ascendance. C'est un petit peu effectivement comme la guerre d'indépendance américaine, bon, voilà, guerre coloniale ou pas, voilà, c'est discutable, mais comme c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, je me suis dit, bon, allons-y, pourquoi pas, parlons un petit peu de ça. Surtout que la bataille dont on va parler, c'est la dernière d'importance de ce point de vue-là. Alors, au niveau du contexte, on est bien entendu au milieu de tous les soulèvements en Amérique du Sud, aggravés en plus par la situation interne de l'Espagne, notamment la constitution libérale qui met fin aux envois de troupes là-bas. Gouvernement libéral qui tombera après l'expédition française, qui est un peu avant la bataille. Et donc on se retrouve à la suite de l'expédition française avec le retour de l'absolutisme et une armée du vice-roi en état de guerre civile entre partisans de l'ancien et du nouveau pouvoir. Ils vont se décimer au bénéfice des libéraux durant l'année 1824, donc c'est un petit peu le bordel. Donc, sans parler de tous les autres pays, on a les indépendantistes qui vont mener une grande campagne au Pérou, qui vont prendre Lima en juillet 1821, sauf que les troupes, disons, loyalistes vont ensuite mettre une paire de branlées aux indépendantistes, la situation restant néanmoins très difficile pour le vice-roi, qui n'a pas de contact avec l'Espagne ou quasi, puisque la position géographique du Pérou oblige, et qui se retrouve avec une large partie de voisins hostiles, alors qu'en plus les troupes royalistes sont divisées elles-mêmes. Donc des conditions difficiles pour la vice-royauté, une campagne qui est en plus menée dans les Andes contre les indépendantistes, donc on a des armées qui fondent des deux côtés, et donc les royalistes ont besoin d'une victoire rapide, ils ont quasiment plus de vivres, on a des renforts colombiens qui vont arriver, et donc ce sont dans cette bataille environ 5800 hommes du côté indépendantiste qui vont affronter un peu moins de 7000 royalistes. Alors, l'armée royaliste prévoyait un mouvement tournant. Alors, le plan de la bataille est pas très bon, mais il prévoyait un mouvement tournant par l'avant-garde, avec en plus une charge générale qui devait débander l'armée indépendantiste. Sauf qu'en face, le général Sucre va constater les failles du plan adverse. Il va parvenir à faire charger ses hommes et sa cavalerie sur la gauche de l'ennemi en mouvement, vont le frapper de plein fouet. Voilà, ce qui comment dirais-je, va forcer tout le flanc droit à basculer. Il va se retrouver encerclé, massacré, bref. Voilà, on a la cavalerie qui va se lancer elle aussi après au secours des troupes royalistes, mais elle va se retrouver complètement hachée par le feu de l'infanterie. Et les troupes de réserve vont paniquer et fuir, et le vice-roi est blessé et capturé. Les indépendantistes vont avoir à peu près 350 morts et 600 blessés, contre 1800 morts et 700 blessés pour les royalistes, donc c'est une défaite totale. Et la bataille aboutit très rapidement à l'indépendance déjà entamée depuis longtemps du Pérou, mais aussi de la Bolivie, et entérine en fait celle du sous-continent en général.
Voilà, donc c'est la dernière, je suis allé un petit peu plus vite parce qu'il commence à être tard. Hop, je fais la transition. Je vais la mettre au milieu pour plusieurs raisons. Hop, elle va rejoindre ici. D'abord parce que c'est vrai, c'est une immense branlée, il n'y a pas de doute, mais ensuite ça oppose des armées qui sont technologiquement égales. La dimension coloniale est discutable, et les effets sont énormes, ça c'est sûr, mais bon, tout était un petit peu écrit, pas forcément sur la bataille en elle-même, mais pour ces guerres d'indépendance. Voilà, je suis pas sûr qu'une victoire royaliste aurait changé grand-chose. Il n'empêche que ça met fin presque officiellement à la domination espagnole en Amérique du Sud. Donc ça n'est pas sans importance. Voilà pour cette première session. Alors, il y avait peut-être quelques batailles peut-être un petit peu plus discutables. Il y en aura, je regarde vite fait, mais allez, peut-être une où on pourrait discuter, puisqu'on parlera de l'Irlande aussi. Effectivement, certains pourraient penser qu'il n'y a pas de contexte colonial entre puissances européennes. Bon, pour moi, c'est complètement le cas. Mais on aura des batailles peut-être un petit peu plus consensuelles. Il n'empêche que nous terminons donc avec cette première partie. On se retrouve dans la suite de la semaine, donc vendredi, pour la poursuite de notre partie sur Europa Universalis 4, la partie multijoueur à 16, sachant que normalement à partir de cette session, les règles seront quand même plus libres, donc il risque d'y avoir des conflits et des guerres visant à l'élimination des joueurs. Dimanche, ce sera un dimanche littéraire où nous parlerons de Caput, de Curzio Malaparte. Et puis, mercredi prochain, écoutez, on en termine avec cette tier list des désastres coloniaux. Voilà. Donc en espérant que vous avez pu apprendre 2-3 petites choses ou eu envie de découvrir des choses, n'hésitez pas à me faire savoir comme d'habitude vos opinions et vos remarques. Voilà, comme d'habitude, je suis à l'écoute. Et bien écoutez, je vous dis à tous bonne soirée, bonne suite de semaine, et puis on se retrouve vendredi sur Europa Universalis. Allez, à bientôt.